Mon général, mesdames et messieurs, tout d'abord, merci au général Thévenon de m'avoir convié pour cette édition de Café Stratégique. Bonjour. Très rapidement, en quelques mots, des éléments vous permettant peut-être de mieux resituer mon expérience professionnelle, parce que, et là j'insiste bien, tous les propos que je vais tenir n'engagent que moi et pas mon institution, comme il est de coutume de le dire, mais surtout, ils ont été, ou du moins j'ai tenté de les construire, au regard de mon expérience à la fois militaire et gendarmique. En effet, j'ai commencé en tant qu'appelé du contingent lorsque le service national existait encore. J'ai une première partie de sous-officier de ma carrière en tant que sous-officier dans les chasseurs alpins. Et après, j'ai rejoint la gendarmerie avant d'occuper différents postes jusqu'à celui de co-engroupement de gendarmerie départementale. En l'occurrence, on est responsable de la sécurité sur la zone gendarmerie du département. Voilà. L'objectif de cette conférence, ou du moins de cette réflexion très ouverte, vise dans un premier temps à susciter quelques éléments qui me paraissent essentiels pour appréhender l'action des forces de sécurité intérieure et celle de la gendarmerie en particulier au regard d'un phénomène. J'ai proposé au général d'évoquer ce phénomène d'hybridation sur lequel on pourra échanger si vous le souhaitez. Et surtout par rapport à ce phénomène, essayer de comprendre, ou du moins d'appréhender comment les forces de sécurité intérieure ont cherché et cherchent en permanence à évoluer, non pas de façon statocentrée, je salue mon camarade pompier qui est ici présent, mais en prenant l'ensemble des forces concurrentes à nos missions de sécurité, parce que j'essaierai de le démontrer, quelles que soient nos missions, il s'agit bien de ne pas rester dans une logique de silo, mais bien dans une approche matricielle. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous définir en fait l'objet de cette réflexion, et j'ai mis tentative de définition avec un pluriel entre parenthèses, parce que comme vous le verrez, il n'est pas évident en ce moment. Bonjour. Il n'est pas évident en ce moment de comprendre dans quelle logique les menaces, ou du moins les déstabilisations temporaires de dispositifs de sécurité évoluent au regard de différents facteurs que je vais développer. Donc on est dans un contexte par essence mouvant, imprévisible, inattendu. Et pour autant, il ne faut pas subir. Ça, c'est la devise, je dirais, qui nous rassemble tous ici, quelles que soient les professions d'ailleurs que vous embrasserez plus tard. Je vous invite à faire vôtre cette ancienne qui nous anime en permanence. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par menace ? Alors les menaces, moi je me fonde sur un objet que j'utilise de façon maintenant dématérialisée, mais qui est important, le dictionnaire. Ce sont des signes et des indices qui laissent présager un danger. Pour autant, il y a différentes typologies de menaces. Alors il y a déjà les menaces directes. Ça peut être un acte terroriste qui vise à déstabiliser une société, un État, un groupe humain par une attaque fulgurante, symbolique et, a priori, à visée politique. Ça peut être également, et je sais qu'il y a des étudiants de l'ENSIBS, ça peut être une menace qui a une connotation cyber, que ce soit la cyberattaque, la cybermenace, la cybermalveillance, ou alors le cyber constitue un territoire numérique à partir duquel un groupe criminel, un groupe délinquants va vouloir déstabiliser une ou plusieurs sociétés, que ce soit par l'usage des réseaux sociaux, la diffusion de fake news, etc., etc. Et je vous renvoie d'ailleurs sur tous les débats qui avaient entouré les élections américaines. Ça peut être également la criminalité dans toutes ses formes, délinquance petite, moyenne. On l'évoque encore actuellement sur la région parisienne avec le retour, entre guillemets, à la violence qui est une démonstration très provocante pour la population. Mais pour autant, ça peut être, et là on le voit avec nos camarades pompiers, ça peut être des menaces non intentionnelles,
un accident industriel. Je vous renvoie, peut-être les plus jeunes ne se souviennent pas totalement, l'accident AZF qu'il y avait eu à Toulouse, où au regard d'un accident industriel, il y avait eu une fulgurance dans la sidération vis-à-vis de la population à la fois régionale, mais également nationale, puisque je vous rappelle que c'était consécutivement aux attentats du 11 septembre 2001, qui avait laissé présager, ou du moins laissé envisager, un acte à connotation terroriste. Partant, quand on analyse ces menaces, alors là je me permets de vous livrer quelques éléments d'orientation bibliographique. Alors j'ai balayé assez large et je l'ai évoqué avec le général. Je pense que c'est nécessaire pour nourrir notre réflexion et pas rester toujours dans une pensée très, très sanctuarisée. Il y a certains philosophes comme Frédéric Gros dans le Principe de sécurité qui considère qu'au regard de l'évolution des menaces, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, alors il distingue plusieurs âges, si vous avez la curiosité de vous y pencher, il y a 4 chapitres qui distinguent 4 âges. Lui considère qu'on est actuellement dans l'ère de la biosécurité. Qu'est-ce que l'ère de la biosécurité? En fait, on est passé d'une logique weberienne, de monopole de la violence légitime exercée par les forces de police qui permettent à l'État de préserver l'ordre public dans une société ou dans un État, à une ère où finalement on est dans une logique de flux, et donc ces flux génèrent des interactions entre groupes humains, entre territoires, on le voit actuellement, les débats qu'il y a sur justement les flux migratoires et autres, et qui vont donc donner à la prédictivité quelque chose finalement qui va susciter des débats, mais qui va être aussi indispensable. Et j'évoquerai ça pour la partie prédictivité de la délinquance que conduit la gendarmerie. Donc finalement, selon Frédéric Gros, dans son ouvrage, la notion de flux, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, demeure essentielle pour nos sociétés contemporaines lorsqu'on étudie la notion de sécurité de ces sociétés. Également, un ouvrage que vous devez connaître, La violence et le sacré de René Girard, avec la dimension mimétique. On se rend compte, actuellement, même depuis de nombreuses années, qu'il y a une notion mimétique, une notion un schéma reproductif dans les menaces auxquelles nous sommes confrontés, qui est non négligeable. Je vous renvoie notamment à ce qui a pu être étudié par certains sociologues au regard des attentats qui ont été commis depuis le Bataclan, avec cette reproduction de schémas en fonction d'une porosité de messages diffusés par les réseaux sociaux ou par différents canaux. Donc finalement, cette notion de mimétisme, de désir mimétique, comme l'explique brillamment René Girard dans son ouvrage, ça date quand même des années 70, finalement, on n'a rien appris depuis. Cette notion mimétique est à mettre en parallèle et sous le prisme de la viralité de l'information. Et moi, ce que je constate, mais je parle sous contrôle de celles et ceux avec lesquels on a l'occasion de travailler régulièrement, que quel que soit l'événement à connotation de sécurité dans ce qui concerne mon cœur de métier, si on ne prend pas en compte la viralité de l'information, le danger ou la menace peut revêtir une tonalité beaucoup plus importante que celle qu'elle revêt réellement sur le terrain ou lorsqu'on regarde les choses très factuelles. Et surtout, elle va annihiler notre liberté d'action. Et ça, j'y reviendrai sur les principes militaires. La liberté d'action, en termes de sécurité, c'est fondamental. À partir du moment où vous subissez l'événement, vous perdez votre liberté d'action, notamment par la viralité de l'information, eh bien, vous n'aurez qu'à produire une sécurité non pas optimale, mais aménagée au regard de cet effet de la viralité de l'information. Alors, venons-en maintenant aux menaces hybrides. Toujours pareil, je me permets
de vous livrer cet ouvrage d'un commissaire divisionnaire de la police nationale, Jean-François Guéraud, qui a travaillé à l'UCLAT. Alors, c'est la théorie des hybrides. Donc, pour vous dire que la police et la gendarmerie s'entendent très bien, hein, puisqu'on se nourrit mutuellement de nos expériences. Dans cet ouvrage, Jean-François Guéraud, qui est en fait un commissaire qui a énormément travaillé sur les organisations criminelles sous l'angle économique et qui a fait une étude, comme il était à l'UCLAT auparavant, l'unité de coordination de lutte antiterroriste, qui a étudié justement comment les organisations criminelles pouvaient ou pas entrer en porosité avec les groupes terroristes. Alors, l'ouvrage est assez conséquent, hein, donc je ne me permettrai pas et je n'aurai pas l'affront de le résumer en quelques secondes. Mais simplement, ce sur quoi je voulais insister, c'est que dans cet ouvrage, Jean-François Guéraud note notamment la porosité qui existe actuellement entre petite délinquance et formes exacerbées d'actes terroristes, voire d'actes planifiés à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train finalement de revenir sur ce que Michelet, dans son Histoire de l'Europe en 1871, qualifiait de l'art ancien de tuer. Selon Michelet, la modernisation du champ de bataille avait annihilé, voire fait exploser le mythe du héros. On peut ou pas en débattre, mais selon lui, la mécanisation, la sophistication des armes ne permettait pas à l'individu ou à des individus de devenir, comme auparavant, le mythe de Périclès, etc., des héros sur lesquels une société, un groupe humain va pouvoir s'appuyer. Or, Jean-François Guéraud, avec la notion des hybrides, considère au contraire qu'on a le retour de l'art ancien de tuer. Regardez les actes terroristes tels qu'on les a subis il y a quelque temps. Un couteau, du terrorisme low cost, hein, un crédit à Cofidis ou d'autres organismes de crédit. On achète des kalachnikovs sur le dark web et puis eh bien, on rentre dans une salle, on mitraille du monde, on sidère la population, on sidère le monde avec finalement 1500 euros de crédit au départ. Donc il y a cet art ancien de tuer qui revient, et du coup, la dimension héroïque de l'acte est exacerbée. Je vous renvoie au communiqué des groupes comme Daesh qui, immédiatement après un acte perpétré, n'hésitent pas à donner une dimension héroïque à l'acte et surtout à mettre en avant l'individu. Vous noterez, enfin ça c'est ma réflexion personnelle, que l'ancien procureur en charge des affaires terroristes ne nommait jamais totalement le ou les terroristes qui intervenaient. Certes, il y a des considérations procédurales, hein, je parle sous contrôle des juristes ici présents, mais il y a, à mon avis, il y a surtout cette volonté de ne pas reproduire ou de ne pas développer cette dimension héroïque de l'acte terroriste. Dans ce contexte, il nous appartient à nous, forces de sécurité, d'appréhender nos missions de sécurité selon 3 axes qui ont été définis par Patrick Lagadec. Qui est Patrick Lagadec? C'est un intervenant notamment qui s'est spécialisé dans la gestion des crises et qui a enseigné longtemps à l'école polytechnique. Et selon lui, finalement, il est parti du principe que lorsqu'une crise intervient, tous les schémas, quels qu'ils soient, explosent. Parce qu'il y aura toujours le cas non conforme. Et quand j'étais à l'école de guerre, il nous a fait une intervention. Il commençait par cet extrait de film, je crois que c'est Apollo 11, où on regroupe un certain nombre de chercheurs et il y a un problème sur une navette spatiale. On leur donne un carré et on leur dit le carré, il faut qu'il devienne rond. Débrouillez-vous, vous avez 10 minutes pour que le carré devienne rond. Et là, donc, c'est l'ingéniosité qui permet de construire des outils pour trouver l'outil nécessaire. Donc selon lui, il y a 3 axes sur lesquels il faut qu'on se raccroche. 1, il faut s'arracher à la tyrannie du convenu. Tout ce qui est planifié, les fiches réflexes, etc., c'est très bien. Je parle sous contrôle de la préfecture, hein, il ne faudrait pas que mes propos soient travestis après. C'est très bien, mais il ne faut pas être prisonnier, esclave de cette dimension
fiche réflexe, tout ce qu'il appelle la tyrannie du convenu. 2, se projeter dans l'invention. Et là, collectivement, on a une responsabilité. Je vous le développerai après, ou du moins je tenterai, je me dépêche. Il est important, moi je le vois avec les militaires que j'ai l'honneur de commander, chacun face à un problème local a une idée très précise et il faut avoir cette capacité à recueillir l'idée très précise, surtout en effet de sidération. Lorsqu'il y a, il y a eu les scènes d'attentats ou lorsqu'il y a un événement majeur, moi je le vois sur le département, quand on a une difficulté, eh bien c'est peut-être celui ou celle que je ne vais pas avoir l'occasion d'écouter très directement qui va avoir peut-être un élément de la solution, de la résolution de la crise. J'aurai quelques exemples si vous souhaitez, on pourra en parler après. Et troisième axe, selon Patrick Lagadec, il faut être convaincu désormais que l'inconnu est notre cadre d'engagement. Et ça, ce n'est pas uniquement lié aux forces de sécurité, également dans vos futures professions, dans vos engagements actuels, qu'ils soient d'ordre professionnel ou associatif ou autre. L'inconnu, c'est notre cadre d'engagement. Donc il faut oser et il faut savoir décider dans ce contexte. Pour autant, au risque de contredire ce que je viens d'énoncer par rapport à Patrick Lagadec, la construction, la production de la sécurité des forces de sécurité intérieure, elle s'appuie sur des lignes forces constantes. Je dirais des lignes forces intangibles, le socle à partir duquel justement on peut libérer l'imagination et décider dans un contexte de crise. Tout d'abord, connaître parfaitement le cadre juridique de notre engagement, notamment dans ce contexte de menace hybride. L'adversaire hybride, il n'a aucun socle juridique. Le droit de la guerre, le respect de la personne humaine, etc., ça lui est complètement étranger et il va jouer dessus. Finalement, il va avoir, a priori, un ascendant par rapport aux forces étatiques qui ont le monopole de la violence légitime, puisque lui, il n'est pas contraint par un cadre juridique. Il peut développer des modes d'action qui, in fine, lui permettent d'obtenir son objectif de façon fulgurante. Mais pour autant, nous, c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi ? C'est essentiel déjà pour contrer et pour produire de la sécurité dans un cadre normé. C'est essentiel aussi parce que cet adversaire hybride ne va pas hésiter à développer une manœuvre de communication qui va s'appuyer justement sur l'éventuel non-respect du cadre légal par les forces de sécurité intérieure. Et c'est essentiel également, mais ça j'y reviendrai, parce que nous devons connaître les moyens qui sont mis à disposition par le législateur. Je vais vous citer un exemple. On est sorti de l'état d'urgence. Il y a une loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui a été promulguée l'année dernière. Eh bien, en ce qui me concerne et ce qui concerne mes collaborateurs, il a été indispensable de tirer parti de tout ce que nous offre cette loi. Et je vous citerai un exemple très connu dans le département, les manifestations festives. Grâce à cette loi, nous pouvons proposer au préfet, dans un cadre juridique tout à fait bien défini, de sanctuariser des espaces, ce qu'on appelle des espaces de sécurité, qui permettent aux forces de sécurité de contrôler toutes celles et ceux qui évoluent dans cet espace. C'est un double effet. D'une part, ça permet aux organisateurs de ces événements festifs d'être dégagés de tout cet aspect juridique qui est non négligeable, et je parle sous contrôle des représentants d'associations ou des élus qui sont ici présents. Et surtout, on gagne un temps d'avance par rapport à l'adversaire potentiel. Pourquoi ? Parce que le système hanté, il fallait passer par une procédure qui était assez lourde, et grâce à justement cette disposition, nous avons un levier qui nous permet d'être plus efficace immédiatement. Mais on pourra en débattre si vous le souhaitez. Deuxième chose, la formation tactique. Je me suis permis de reprendre un extrait d'un ouvrage par le général Yakovlev qui s'appelait « Principe tactique ». La formation tactique, eh bien, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est un langage universel. C'est un langage universel. Quand mes camarades gendarmes dans les Alpes-Maritimes travaillent avec leurs camarades carabiniers,
eh bien, nous utilisons des cadres d'ordre, des ordres d'opération, et le verbe défendre en français, il veut dire la même chose en italien, et il est universel, du moins pour tout ce qui concerne les forces sous cadre otanien. C'est également indispensable parce que justement, grâce à cette formation tactique, on est dépollué d'un certain nombre de contraintes, ou du moins on a des prérequis qui nous permettent de prendre une décision à très court préavis. Et ça, c'est fondamental. À chaque fois, finalement, une action des forces de sécurité intérieure va basculer vers un effet très positif, in fine, puisqu'on aura moins de victimes, sous finalement une décision qui aura reposé à quelques secondes près. Et malheureusement, quotidiennement, je me rends compte, le matin, quand j'arrive au bureau et que je fais le point des événements de la nuit, que les gendarmes sur le terrain, mais c'est également valable pour les policiers, eh bien, quand ils sont confrontés à une situation urgente ou une situation de détresse, ils prennent une décision qui peut emporter ou pas l'ensemble de l'action de l'État sur le département, avec justement cette capacité à décider dans l'urgence. L'éthique. L'éthique, c'est fondamental. L'éthique, c'est fondamental parce que, je le vois en ce qui concerne les gendarmes, mais c'est également valable pour d'autres corps, les policiers, les militaires, etc. Si le sens de notre mission, le sens de notre action ne repose pas sur des valeurs pour lesquelles nous nous sommes engagés, eh bien, vous n'aurez pas cette adhésion collective, cet esprit collectif qui permettra de transcender les difficultés. Quand on se retrouve avec nos camarades pompiers, à Tex, il y a quelques mois, on a une explosion dans une station-service, des écoles à côté, etc. Eh bien, on se retrouve ensemble, non seulement par rapport à notre formation, par rapport à, je dirais, notre complicité, si vous me permettez le terme, quotidienne, mais surtout parce que, in fine, face au danger, les valeurs qui nous animent, elles sont partagées. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le monopole de ces valeurs et je suis certain que l'ensemble de l'assistance ici présent y adhère complètement. Et ça, c'est fondamental. En situation de crise, les forces de sécurité intérieure, n'importe qui d'ailleurs, a besoin de se raccrocher à des valeurs pour transcender la difficulté. La déontologie, éthique, déontologie. La déontologie, un certain nombre de règles à partir desquelles nous devons construire notre action. Et c'est essentiel parce que ces règles déontologiques vont permettre de structurer notre action et d'en faire accepter l'essence même par nos concitoyens. Et ce contrôle qu'on peut avoir en permanence de par différents organes, au regard d'éventuelles entorses à ce code de déontologie, constitue la garantie et constitue pour nous, pour moi d'ailleurs, quelque chose qui me permet de me dépolluer du qu'en dira-t-on. Qu'en dira la population si je fais ça? Eh bien, moi j'ai mon code de déontologie, j'ai mes principes éthiques, j'ai mon code de déontologie et je ne me pose pas de questions. C'est des questions en moins que j'ai à me poser quand je dois décider dans l'urgence. Et ça, c'est indispensable pour faire face à différentes menaces. Donc je vais me dépêcher. Dans ce contexte, quelle est l'approche de la gendarmerie? Ce contexte d'hybridation des menaces, eh bien, il a fallu construire une approche rénovée. Notre système, le système de la gendarmerie, il est militaire, même si certains récemment l'avaient oublié, mais voilà. C'est pas parce qu'on a été rattaché au ministère de l'Intérieur pour emploi que c'est pas le cas. Notre système, il est militaire, très hiérarchisé. Et il a fallu complètement changer notre approche en termes de process. Auparavant, avant de prendre une décision au plus bas échelon, il fallait rendre compte à l'échelon supérieur, qui rendait compte à l'échelon supérieur, qui rendait compte à l'échelon central, etc. Donc autant vous dire que je parle sous contrôle des camarades qui font de la réserve, ça peut prendre un certain temps si jamais on applique ce process. Et bien justement, depuis un certain nombre d'années, nos chefs, nos directeurs généraux, nous demandent d'assister sur deux choses. Tout d'abord, sur
la production de sécurité locale, il faut laisser l'intelligence locale au pouvoir. Mes commandants de brigade, ils ne vont pas me dire en permanence ce qu'ils doivent faire pour résoudre des problèmes d'incivilité. On leur fixe le cadre, après, c'est à eux de prendre des initiatives, de s'engager. Pour autant, lorsque l'événement prend une résonance nationale ou une dimension de crise, il faut que ce système hiérarchisé reprenne possession de l'ensemble du processus décisionnaire. Et c'est là où, lorsque vous regardez une catastrophe climatique comme Irma, tout est piloté depuis la DGGN, la Direction Générale de la Gendarmerie à Paris, en appui du commandement local. Et c'est un confort pour les chefs locaux de savoir qu'ils ont une liberté d'action sur le périmètre d'engagement qui est lié finalement au degré de sécurité à produire et de pouvoir s'appuyer sur une structure hiérarchisée, un système intégré qui engagera des moyens et qui dépolluera le chef opérationnel de toutes les contraintes que peut avoir un événement notamment il y a une résonance politique. Il faut aussi penser différemment, apprendre à sortir des schémas, et je reviens à ce que disait M. Lagadec, qu'on a toujours, pour lesquels nous avons construit notre formation initiale. J'évoquerai ça avec le schéma national d'intervention, notamment par rapport à la menace terroriste. Avant, un acte terroriste, on avait un schéma qui reposait sur une cinétique particulière. On a tiré des enseignements des attentats. Désormais, on a adopté un schéma qui sort de notre zone de confort et qui laisse davantage de liberté d'action aux échelons locaux. Je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Il est absolument nécessaire de laisser les individus dans une structure comme celle de la gendarmerie pouvoir avoir la faculté d'apporter leurs propositions dans le cadre d'une résolution d'un problème de sécurité. Alors, comment on a rénové notre action? Là, je m'appuie sur une diapositive interne qui est finalement notre force intégrée. Auparavant, je vous le disais, système hiérarchisé, tout partait d'une approche top-down, la DGGN donnait des directives, c'était décliné. Maintenant, on a inversé la logique. Le socle, c'est l'unité élémentaire, la brigade territoriale. À partir de la brigade territoriale, on va injecter un certain nombre de capacités. Des capacités judiciaires, des capacités de police technique et scientifique, des capacités de gestion de crise, puisqu'on a un centre projetable, etc. Le but, c'est que la manœuvre centrale ne se déclenchera qu'à partir du moment où le chef local identifiera le fait qu'on peut avoir, au regard de la viralité de l'information, au regard de la sensibilité des mises en cause, etc., une crise à résonance régionale, voire nationale. Et là, il est important, et c'est la difficulté, quand ça n'arrête pas de sonner, quand vous êtes en train de gérer un événement, eh bien, c'est annihilant. Et il est indispensable que nos chefs, et le chef que je suis, laissent un minimum de liberté d'action aux unités territoriales lorsqu'elles sont confrontées face à une difficulté. Mais ce système intégré repose aussi surtout sur notre maillage territorial. Vous avez vu la diapo précédente, il y avait plein de petits points, c'est toutes nos implantations territoriales. C'est également notre implantation outre-mer. Les brigades de gendarmerie outre-mer, c'est un dispositif prépositionné permanent qui permet à l'État, face à des situations comme je l'évoquais Irma, de s'appuyer sur un socle, un pivot, à partir duquel on va construire toute une réponse collective et étatique. Autre exemple d'évolution du cadre d'action et de la manœuvre rénovée de la gendarmerie par rapport à des enjeux de sécurité, la sécurité des mobilités. Auparavant, on faisait de la police sur la route. C'est malheureusement un sujet d'actualité, hein, vu le nombre de morts qu'on a déplorés sur nos routes en ce moment sur le département. Mais si vous voulez, moi j'avais des unités territoriales, enfin la gendarmerie avait des unités territoriales et des unités de motocyclistes. On leur disait, vous allez sur les routes et puis c'est parti, vous contrôlez tout le monde. Très bien, alors ça ils savaient bien faire, il n'y a pas de difficulté. Maintenant on s'est dit, et notamment au regard du retour d'expérience sur les attentats, on s'est interrogé sur l'ensemble des vecteurs sur lesquels transitent les délinquants
mais également les potentiels terroristes. Vous avez les vecteurs ferroviaires, vous avez le vecteur routier, lacustre, vous avez éventuellement le vecteur maritime. Moi, je vous pose une question très ouverte. Quand vous allez à Belle-Île ou à Groix, est-ce que vous savez qui occupe le bateau éventuellement qui est à côté du vôtre, etc., etc. Et donc là, maintenant, on a une approche combinée, c'est-à-dire on désigne un chef, un commandant de compagnie, un commandant, etc., et on lui donne tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des mobilités. Et ça, je dirais, c'est une approche à 2 dimensions. On en inclut maintenant une 3e avec la menace drone. Un drone peut produire des effets sur une manifestation, je vous renvoie à certains faits d'actualité, qui peut avoir une résonance traumatique non négligeable. Et on rajoute même une 4e dimension maintenant, puisque dans la sécurité des mobilités, on prend en compte les territoires numériques. Vous pouvez déstabiliser, et je parle sous contrôle des élèves ingénieurs qui sont plus experts que moi en la matière, vous pouvez déstabiliser des systèmes d'aiguillage, des systèmes de régulation, de contrôle de flux à partir justement de ce territoire numérique. Donc, quand on construit notre manœuvre de sécurité des mobilités, il est essentiel qu'il n'y ait qu'un seul chef qui décide et qui est l'autorité à l'instant T sur l'ensemble des moyens mis à disposition. Et ça, c'est fondamental. Alors, dans le cadre de la menace terroriste, je vous expliquais qu'on avait rénové notre schéma national d'intervention. On s'est rendu compte de quoi? Avant, quand les forces spécialisées ont été créées, notamment le GIGN, suite aux attentats de Munich, on se rendait compte de quoi? Prise d'otages. Bon, les gendarmes ou les policiers arrivaient, bouclage. On attend, on appelle, le RAID ou le GIGN a intervenu, je vous renvoie à Marignane et autres. Ok, négociation, prise en compte de l'objectif, plan d'assaut, assaut et libération. Voilà, ça c'est dans le meilleur des cas. Le problème, c'est qu'actuellement, et on l'a vu encore sur Trèbes, sur n'importe quelle partie du territoire métropolitain, mais également outre-mer, n'importe qui, comme je vous l'ai dit, terroriste low cost, avec peu de moyens, peut commettre un acte terroriste. Et comment on intègre notre réponse? Eh bien maintenant, on s'appuie sur 2 choses. Tout d'abord, on a maillé le territoire d'unités d'intervention spécialisées. Là, vous avez représenté, c'est des sources ouvertes, sinon je ne me serais pas permis de les mettre. C'est l'ensemble des unités d'intervention spécialisées, d'intervention intermédiaire et spécialisées qui ont été mises en œuvre au niveau métropolitain. Donc là, vous avez les antennes GIGN. Donc pour la gendarmerie, on a le GIGN à Versailles. Et puis il y a des antennes maillées sur le territoire, plus outre-mer, vous avez une antenne par département d'outre-mer. Parallèlement à ça, on a mis des unités intermédiaires. Les PSIG pour la gendarmerie, mais les antennes, les BAC pour la police. Des unités intermédiaires au niveau de chaque département. Moi, j'ai un PSIG Sabre à Lorient, on les appelle PSIG Sabre. Et on a dit, désormais, on va changer de mode d'action. S'il y a un acte terroriste, ce seront les gendarmes de la brigade territoriale ou les policiers du commissariat qui devront faire le premier contact. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le terroriste, à partir du moment où il a le contact armé avec les forces de sécurité intérieure, il passe dans une autre logique. Donc, on est dans une cinétique différente. Avant, la cinétique s'étalait sur des heures. Là, on est sur une cinétique qui se joue à des minutes. L'objectif, c'est rentrer le plus rapidement possible en contact avec l'adversaire. À partir du moment où on a établi le contact, certaines choses se produisent, mais je ne les développerai pas volontiers. Une fois que le contact est établi, on s'appuie sur nos dispositifs d'intervention intermédiaire. Donc, en l'occurrence, c'est ce qu'on joue sous l'autorité de la préfecture chaque semestre. Eh bien, on s'appuie sur les PSIG Sabre, sur les antennes RAID GIGN qui sont au niveau régional pour construire une réponse. Et enfin, selon l'élongation à partir duquel se déroule l'intervention, eh bien, les unités nationales, que sont le RAID et GIGN, viennent en appui et interviennent pour renforcer notre action. Trèbes, le GIGN était encore en hélicoptère que le terroriste était neutralisé.
et c'est l'antenne GIGN de Toulouse qui a neutralisé le terroriste. Et les premiers qui sont rentrés en contact à feu avec l'attaquant, c'était des motocyclistes de la gendarmerie. Donc on a inversé totalement notre logique dans la réponse par rapport à cette menace. Mais ça nécessite aussi pour nous de dire à nos gendarmes, qui auparavant étaient dans une logique finalement très basique, je fais le gel des lieux, de leur dire, toi, désormais, si jamais il y a un acte terroriste, eh bien, tu vas au feu. Et je peux vous assurer, ce n'est pas évident, ça remet en cause beaucoup de nos fondamentaux, et c'est pour ça que je me permettais d'insister sur les valeurs et le socle à partir duquel on peut s'appuyer. Enfin, et là c'est une réflexion ouverte, notamment vis-à-vis des scientifiques. Depuis quelques années, on s'est rendu compte que la transformation numérique elle a des enjeux de sécurité sur beaucoup de choses, que ce soit sur les véhicules connectés, je vous ai évoqué les territoires numériques, toute la dimension cyber, etc. Et donc, on a créé au niveau de la gendarmerie un observatoire national des sciences, des technologies en lien avec la délinquance. Le but, c'est quoi? On s'appuie sur 3 pôles, donc GendLab, un pôle de recherche scientifique et académique, et l'analyse des sciences et des technologies. Pour vous donner un exemple, on a actuellement sur Paris, donc c'est le service central de renseignement criminel, des officiers de gendarmerie qui ont été recrutés comme moi, mais qui ont eu une formation universitaire poussée, hein, ce sont des docteurs en mathématiques, et qui construisent des modèles mathématiques qui nous permettent de réfléchir sur la prédictivité de la délinquance. Le but, c'est quoi? C'est pas être dans une reproduction de films tels que Minority Report et savoir si vous allez commettre un acte délinquant, mais surtout de faire une analyse à partir d'un puits de données sur la construction d'une manœuvre de surveillance au regard de la duplicité de phénomènes délinquants. Je m'explique. On s'est rendu compte, les sociologues se sont rendus compte que la victime d'un cambriolage avait beaucoup plus de chances d'être une nouvelle fois victime d'un cambriolage qu'une autre personne. Alors je pourrais le développer, il y a de longues heures, mais il y a des études très intéressantes là-dessus. Donc grâce justement à ces outils prédictifs, il y a 2 groupements, 2 départements qui sont en expérimentation. Désormais, le responsable départemental, chaque jour, un certain nombre d'algorithmes qui travaillent et qui lui disent, par exemple, dans la nuit du vendredi à samedi, il va falloir construire une manœuvre un peu plus dense sur la presqu'île de Rhuys, si jamais on applique ça à notre département, et inversement, le mercredi et le jeudi sur le territoire de Pontivy. Voilà, bon, c'est brossé à grands traits, mais c'est ça. On vient de faire une réunion le 18 octobre avec des chercheurs scientifiques et enquêteurs sur l'enjeu stratégique que revêt l'Internet des objets connectés. Pourquoi? Parce que finalement, on manque de standards, on se rend compte qu'il y a une massification des données échangées et l'Internet des objets représente un enjeu de sécurité. Les véhicules connectés également, vous l'avez vu aux États-Unis, hein, un véhicule soi-disant intelligent a occasionné la mort d'une personne. Donc c'est des enjeux de sécurité puisque dans le cadre des développements des smart cities et autres connexions de territoire, eh bien l'acte malveillant peut avoir des répercussions non négligeables. Donc il est important de ne pas subir, pour revenir à l'ancienne, la transformation numérique, mais bien de l'accompagner et de disposer de personnes ressources qui puissent bâtir au mieux des manœuvres. Pourquoi je dis disposer de personnes ressources? On s'est rendu compte que l'approche métier elle est fondamentale. Par exemple, ceci au-delà d'être un téléphone, s'appelle NeoGend. À partir de cet outil, je peux contrôler vos papiers d'identité, on peut faire des procédures, etc. Quand on a conçu ça, on s'est appuyé sur justement nos officiers ingénieurs et un groupe utilisateur. On a pris des gendarmes de brigade, on leur a dit venez. On s'est mis dans une salle et ils ont eu 1 semaine pour bâtir le cahier des charges. 1 semaine après, les développements applicatifs étaient faits par notre service central de télécommunications et d'information. Et 2 mois après, l'outil était bâti avec une expérimentation sur un département, le département du Nord, avec à la tête de ce département l'officier qui avait élaboré ce dispositif. Voilà. Donc on s'est appuyé justement sur une logique métier. On essaie, tant que faire se peut, de faire ça, comme on dit, en régie, c'est-à-dire de s'appuyer sur celles et ceux qui finalement expriment le besoin utilisateur le plus pertinent. J'ai rien contre les industriels, bien au contraire, ils nous aident,
mais il est indispensable d'avoir cette approche parce qu'elle est pragmatique, elle est efficace et elle nous permet de mieux œuvrer. Voilà, avant de vous laisser éventuellement quelques questions, voire quelques interrogations critiques, je tenais tout d'abord à insister sur 2 points. La production de sécurité, en tant que mission, elle n'est pas l'apanage des forces de sécurité, c'est une affaire collective. Et moi, ce que j'en tire de ces quelques années passées au sein de la gendarmerie, comme enseignement, c'est que l'humilité prévaut en permanence. Et ça, c'est ce que M. Lagadec explique fort bien dans son livre à travers les expériences de crise qu'il a vécues, ou du moins pour lesquelles il s'est intéressé, notamment l'ouragan Katrina, il y a quelques années aux États-Unis. C'est que celles et ceux qui ont trop de certitude à un moment donné de la crise, parce qu'il y a un effet grisant, hein, quand ça commence on reprend l'ascendant, ça y est, tout va bien, ça y est, je vais donner encore. Et là, on prend confiance, et c'est là où justement il faut être très attentif. Et puis la deuxième chose, c'est que l'approche matricielle sur laquelle j'insistais, elle est fondamentale. Celui ou celle qui actuellement évolue en statocentré, surtout dans le champ de la sécurité, eh bien, à un moment ou à un autre, il y aura échec mission. Et l'échec mission dans ce domaine, eh bien, malheureusement, c'est l'intégrité physique de nos concitoyens qui peut être mise à mal. Voilà, je vous remercie.